Joker. Non, non, pas du tout. Non, mais tu sais, j'ai eu l'occasion souvent de parler devant notamment des étudiants, et la question de l'argent, elle revient immédiatement. Alors, je l'évacue absolument pas. Bon, d'abord, bien sûr qu'il faut un minimum de moyens pour acheter des œuvres d'art. Il ne faut pas des sommes extravagantes comme on l'imagine. Et je dis toujours, là aussi en provoquant un peu, que la seule différence entre Pinault et Arnaud... Si, je veux quand même dire une chose, je veux quand même dire que quand dans mes débuts de collectionneur, on me prenait pour un cinglé. Je veux dire, les gens voyaient mes œuvres, disaient, bon, le fait que des gens comme Arnaud et Pinault aient collectionné en France a complètement modifié l'image du collectionneur pour les gens. Donc de ce côté-là, évidemment que ça a été quelque chose de positif, le fait que Arnaud et Pinault amènent une reconnaissance à l'art contemporain. Alors pour revenir à la notion de valeur, d'abord, je n'ai jamais de ma vie revendu une œuvre. Donc ça veut dire je n'achète pas une œuvre pour faire une opération spéculative. C'est évident. Ceci étant, c'est pour ça que je suis très clair là-dessus, la reconnaissance du marché, donc la reconnaissance du marché, c'est le fait qu'une œuvre prenne de la valeur. Ben, c'est évidemment, pour moi du moins, la grande satisfaction du collectionneur, c'est-à-dire acheter une œuvre d'art avant tout le monde et découvrir qu'elle a pris une très grosse valeur au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, ben, c'est le plaisir du collectionneur, et le plaisir qui est peut-être un plaisir un peu mégalo, mais d'avoir eu raison avant tout le monde. Alors c'est pour ça que je dis, j'avais commencé ma phrase d'une manière peut-être un peu provocante, que la seule différence entre Arnaud et Pinault d'un côté et moi, c'est qu'on achète les mêmes artistes, mais avec 10 ou 20 ans de décalage. C'est-à-dire qu'eux peuvent les acheter à un moment où moi je ne peux plus les acheter. Donc mon génie, entre guillemets, quand il existe, parce qu'il y a plein de ratés aussi, c'est évidemment de pouvoir découvrir des artistes à un moment où eux ne s'y intéressent pas encore, parce que le jour où Pinault ou Arnaud achètent un artiste, soit ils se plantent complètement et l'artiste disparaîtra très vite, soit les œuvres atteignent des prix qui sont plus accessibles pour moi. Donc, bien sûr que la notion de valeur, elle existe, mais je revendique l'idée qu'on peut, avec des petits moyens, construire petit à petit. Vous savez, pendant des années, je me rappelle très bien qu'il y a peut-être eu 10 ans où j'avais peut-être un budget de 10 000 francs, c'est-à-dire 1500 € par an pour acheter. Donc c'est des choses qui sont à la portée, je ne dis pas de tout le monde, c'est sûr que quand on n'a pas de quoi se nourrir, pas de quoi se loger, la préoccupation d'acheter d'œuvres d'art n'existe pas, mais dépenser 1500 €, moi je vois des gens qui achètent des choses, souvent dont la valeur se discute et qui pourraient, aujourd'hui par exemple, je ne sais pas s'il est il est dans la salle, mais je ne vais pas vous dire qui c'est. Aujourd'hui, par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a téléphoné pour me dire, je ne l'avais pas vu, pour me dire, écoute, je suis à Bâle, est-ce que tu peux me conseiller un artiste que je pourrais acheter pour moins de 3 000 €? Bon, ben, je lui ai donné 2 pistes qui me paraissent intéressantes d'artistes qui sont achetables à la foire d'art de Bâle à moins de 3 000 €, parce que contrairement à ce qu'on croit, à Bâle, vous n'avez pas que des œuvres à 3 millions d'euros. Vous y rencontrez des jeunes artistes émergents, et moi, l'idée de ma collection, c'est les jeunes artistes émergents. Et juste, pardon, c'est ce qu'on a initié à Mulhouse avec Mulhouse 00 aussi. C'est l'idée aussi, tout simplement, que des jeunes artistes puissent présenter leur travail aujourd'hui. Et un jeune artiste, il n'a pas de cote, par définition. Il sort d'une école où il a 4-5 ans d'expérience, et au fond, il démarre. Et donc, une des premières questions, c'est la visibilité. Et j'insiste sur la question de l'accessibilité de l'art contemporain. Il y a des tas il y a des salons de dessin, il y a des salons d'édition. La photographie est un médium aussi artistique qui est encore accessible, et je crois que voilà, c'est la passion ou le fait de se lancer dans l'achat déborde la question de l'argent, évidemment. Juste une petite question indiscrète, mais là t'es pas obligé de répondre. Est-ce que François Pinault ou Père Arnaud t'ont déjà approché pour jouer le rôle d'éclaireur? Non, mais tu vois, je réponds complètement, ni l'un ni l'autre, je les connais pas. Par contre, malgré l'opposition absolue de monsieur l'éditeur Philippe Schweyer, qui m'a dit ces mecs qui peuvent se le payer le bouquin, je vais pas le leur offrir, j'ai
moi, envoyer le livre à François Pinault et à Bernard Arnault, c'est ce que j'appelle une bouteille à la mer. On verra bien s'il y a une réaction. On m'a dit qu'il y a plus de chances d'avoir une réaction de la part de Pinault, qui est, paraît-il, vraiment un passionné, et dont on peut penser qu'il aura envie d'avoir un contact. Enfin, on verra, je risque rien. Et puis le point commun entre Michel Semmelweis et François Pinault, à la différence de Bernard Arnault, c'est la province. Et en l'occurrence, si je me suis aussi lancé dans cette histoire, c'est pour montrer qu'il y a des trésors cachés. J'ai souvenir de ce que des Alsaciens avaient lancé au début du siècle dernier, une revue alsacienne qui s'appelle la Revue Alsacienne Illustrée, et qui cherchait à démontrer au-delà des collections publiques ou des choses, des éléments du patrimoine extrêmement connus, et bien des attitudes, des comportements, des trésors plus secrets, et des collections privées notamment. Et au travers de ce livre, il s'agissait aussi de rendre hommage, on va dire, à des collectionneurs de province, dont Michel est un des représentants, et qui sont forcément moins connus, qui ne travaillent pas de la même manière, enfin qui n'achètent pas de la même manière. Michel Rhin, qui est un des galeristes dont il est question dans ce livre, me racontait qu'au fond, les collectionneurs parisiens achètent en bande d'une certaine manière, et avant d'acheter, se concertent les uns les autres pour savoir qui a acheté avant l'autre. Et au fond, quand on est en province, voilà, on est plus indépendant, peut-être plus isolé donc plus indépendant, et au fond, voilà, il y a une attitude plus persévérante peut-être et plus singulière. D'ailleurs, en parlant de Michel Rhin dit Michel, il dit que tu es un glocal, un provincial connecté au monde entier. Joli, hein? Voilà, peut-être. Un glocal aussi par cette magnifique opportunité, quand on est mulhousien, d'avoir le monde de l'art à ses pieds. Mine de rien, je pense que là aussi c'est une des originalités. Ça aide beaucoup, par exemple, la proximité de Vannes. C'est évident, c'est-à-dire que il a fait je vais le dire à ma place, mais il a fait ses classes là-bas. Je veux dire, la foire, elle date de 77 peut-être, ou 75, 76, 77. Quand on vit, voilà, en proximité, et que chaque année, vous avez les meilleurs artistes au monde qui sont réunis, forcément, ça forge le regard, et ça forge, je dirais, l'attitude. Oui, puis ça compense complètement le fait de ne pas prendre l'avion, parce que les 290 plus grands, les 290 plus grandes galeries du monde sont présentes à Bâle chaque année. Plus les contacts que j'ai avec eux par Internet à l'heure actuelle régulièrement, donc le déplacement n'est plus quelque chose d'absolument indispensable. Alors, une question à poser à David, puisque vous êtes entré dans l'intimité de la maison. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le collectionneur qui fait l'individu, ou c'est l'individu qui fait le collectionneur? C'est une question de philo, hein, c'est le bac. Oui, alors moi je suis pas très philosophe. C'est un point commun peut-être avec Michel. Je suis pas très philosophe. Non, ce qui est certain, c'est que c'est à la fois un individu qui a pris effectivement l'initiative de cette collection, mais c'est quelqu'un qui aime partager. Et voilà, ceux qui le connaissent un petit peu savent que c'est une réalité, et qu'en l'occurrence, cette passion partagée, il la partage avec des marchands, mais il l'a partagée avec son entourage et son environnement immédiat, c'est-à-dire sa famille. Et mine de rien, c'était pas une coquetterie d'aller interviewer femmes et enfants, mais c'était bien parce que j'avais compris au fil des entretiens, on en a eu de nombreux, que cette part de l'échange et du partage, alors c'est pas la validation, mais en tout cas de la nécessité d'échanger avant d'acheter, eh bien, était déterminante. Et en l'occurrence, voilà, c'est une affaire de famille, d'une certaine manière, et je pense que ça déborde évidemment l'individu. Et je pense que voilà, la maison, elle est centrale. Vous l'avez dit, on fait une visite de la maison, et la maison, elle est transmise par le père, et le père de Michel Semmelweis, elle est transmise au fils. Et ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de la transmission et de l'échange familial. Vraiment, j'insiste. Et au fond, le fait que chacun ait pu s'exprimer aussi dans ce livre d'entretien prouve bien qu'il y a la place à la parole et à la circulation. Et il me semble que dans l'art, un des points importants, c'est pas justement un lien individuel entre un objet, si vous voulez, et un individu. L'art, il commence à exister, non pas quand il y a l'objet et l'individu, mais quand il y a deux individus qui commencent à parler de l'objet ensemble, quoi. Et ça, c'était très important de faire valoir cette dimension collective partagée. D'ailleurs, une des images qui m'est revenue en pensant au livre, c'était
le travail de Sophie Calle. Vous connaissez sans doute voilà, toute cette artiste française de renommée internationale, dont Michel possède quelques pièces. Et en l'occurrence, Sophie Calle, un de ses premiers travaux, ça s'intitulait Le Carnet. En fait, elle a trouvé dans la rue un carnet abandonné, un carnet d'adresses, un répertoire téléphonique. Et en fait, elle a tenu une chronique dans le journal Libération, c'était au début des années 1980, en sollicitant chacun des individus qui se trouvaient dans le répertoire téléphonique afin d'essayer de recomposer le portrait finalement du propriétaire. Alors ça n'a pas forcément bien fini parce que la personne a fini par se reconnaître et elle n'a pas été forcément très ravie du processus, mais l'idée était un petit peu au travers voilà, de différentes personnes de cerner, on va dire, voilà, le personnage en contournant, quoi. Alors, moi, je vais en profiter, puisqu'on parlait tout à l'heure de visite, hein, pour quand même saluer le travail d'Anne Imlay, qui a fait un très bon travail, parce que c'est pas toujours facile de reproduire une œuvre par la photo. On a quelques photographes ici. C'est pas toujours facile, et c'est vrai que ça donne une envie non seulement d'aller à la maison, mais aussi de commencer une collection. Voilà. Justement, parler de ça, et vous m'avez un petit peu mangé la question, est-ce que cette adhésion familiale a contribué à la réussite de cette envie de collection ?